Jean-Noël Capard, vous êtes architecte paysagiste et urbaniste. Vous avez dirigé un bureau d'études à Bruxelles et également un bureau international durant plus de 40 ans. Et une des particularités de vos projets, c'était d'associer les préoccupations en matière de paysage et en matière d'urbanisme. Pouvez-vous un peu expliquer quelles étaient les particularités de la formation que vous avez suivie aux États-Unis et comment cette formation a influencé pratiquement toute votre carrière? Écoutez, je crois que l'influence des États-Unis, pour moi, était tout de même bénéfique, parce qu'en fait, j'ai fait 5 ans d'études à Lausanne, architecte paysagiste dans une école de beaux-arts, et c'est vraiment aux États-Unis que j'ai compris ce métier. J'ai compris ce métier en grand, vraiment le travail du paysagiste. À Lausanne, on était beaucoup plus architecte de jardin, architecte de parc, de restauration de parc, etc. Mais on ne voyait quasiment rien pour les aménagements urbains. Hein, donc ça a été vraiment une découverte pour moi. Et donc toute ma carrière a été basée sur cette découverte en 1963-64. Donc je suis un ancêtre. Hein? Bon. Et c'est comme ça que j'ai fait ce bureau. Et en rentrant des États-Unis, on m'a confié tous les espaces publics de Louvain-la-Neuve, où j'ai travaillé pendant 12-15 ans environ, avec directement une équipe assez importante, puisqu'on a fait tous les espaces publics, aussi bien les espaces urbains, proprement dit, les places, etc., mais aussi tous les quartiers, plus tous les terrains de sport, les pistes d'athlétisme, etc. Donc c'était tout ce qui était en dehors des bâtiments. Donc c'était vraiment très important pour un tout jeune. Enfin, moi j'avais 25 ans à l'époque et on avait un associé qui était Hubert Roacho et on est parti sur les chapeaux de roue pour faire ce truc. Et de là, j'ai eu beaucoup de contacts avec les Français, dans les villes nouvelles françaises, etc. Et petit à petit, on s'est mis à travailler au moins 50% en France. Et donc c'était vraiment très intéressant dans les villes nouvelles françaises, mais allant jusqu'à des implantations d'autoroutes qu'on avait appris à Berkeley. En fait, c'était vraiment, on était tout de même 10-15 ans en avance. Et qui à Berkeley en particulier étaient vos modèles, à Berkeley ou aux États-Unis de manière plus générale? C'est-à-dire, à Berkeley, bon, il y avait un des papes de l'architecture paysagère, c'était Thomas Church. Thomas Church n'enseignait plus à Berkeley, mais par contre, son adjointe était professeur à Berkeley, et donc j'ai eu cette chance d'être chez Thomas Church au moins 20 week-ends. Donc on passait des week-ends avec Thomas Church, qui était un type formidable. Il y avait Gareth Egbo. Là j'ai rencontré aussi Roberto Burle-Marx, qui est venu faire un séminaire que je connaissais parce qu'en fait mon oncle Guy Capard avait fait l'exposition 58 avec Roberto Burle-Marx. Donc je le connaissais, c'était des séminaires. On a vu aussi, qu'est-ce qu'il y avait encore, Alprine. Alprine, j'ai été stagiaire chez Alprine pendant 2 mois, j'ai tiré des lignes. Quand il était en train de faire Sea Ranch, qui était un projet vraiment innovant, intégré dans la nature, avec tout le début de la grande période écologique, quoi. Hein, donc c'était vraiment très intéressant. Quel était justement à ce moment-là, qui est quand même un moment charnière dans la proximité avec la nature, quelles étaient, on va dire, les avancées ou les nouveautés que les Américains avaient déjà intégrées en matière d'écologie et qui n'étaient pas encore arrivées dans les préoccupations des paysagistes en Europe? Mais en fait, j'ai été la 2e année où ils ont créé à Berkeley le College of Environmental Design, dont le dean était un paysagiste.
hein. Donc, Le doyen, vous vous rendez ouais. compte, à l'époque, d'avoir un dean qui soit paysagiste, c'était tout de même un peu rare en Europe, en tout cas. Et ce collège, il y avait des architectes paysagistes, des géographes et des écologues. Donc, on avait déjà l'écologie. J'ai regardé dernièrement des notes de Berkeley, et je me rappelais plus tellement bien, on a eu un cours d'écologie avec le traitement des sols, avec les problèmes de température, etc., régénération des sols, en poids d'engrais vraiment minimum, etc. Et j'ai transmis ça à mon fils qui a une fondation pour la régénération des sols en lui disant, mais tu te rends compte qu'il y a 60 ans, à Berkeley, on parlait déjà de ces choses-là. C'est incroyable, enfin. C'est le travail pluridisciplinaire. Oui. Et alors, j'ai eu des contacts évidemment avec Harvard, en fait, il y avait Harvard, Berkeley et Philadelphie, Phil, comme on l'appelait. J'ai eu des professeurs, je me rappelle Mrs. Scott Brown, qui nous enseignait d'une façon magistrale l'urbanisme paysager des villes européennes, cours qui n'existait pas chez nous. C'était extraordinaire, hein, extraordinaire. On était dans un autre monde. Et à Harvard, j'ai été 3 fois comme jury, simplement, donc invité. Et là aussi, c'était un bouillon de culture extraordinaire. Hein. Donc avec votre background, avec votre métier, les 40 ans de profession, qu'est-ce que vous attendez d'une conférence comme celle-ci, qui va justement traiter des échanges entre les États-Unis et l'Europe? Qu'est-ce que vous en attendez? Quel est l'intérêt d'organiser une conférence sur ce thème, à votre avis, aujourd'hui, pour les paysagistes? Moi, je crois qu'il y a un grand intérêt de voir ça, parce qu'en fait, on est passé, si vous voulez, d'architecte de jardin, puisque les écoles n'existaient pas. Il faut se dire que l'école de Versailles, qui est une très bonne école, a ouvert en 1976, 76. Bon, et donc on était à Berkeley déjà 10 ans en avance. Et vous avez eu des grands professeurs à Versailles. Jacques Simon était un des premiers professeurs, qui était un tout grand paysagiste, mais il avait fait ses études au Canada, qui était en contact avec Harvard. Donc il avait un peu la même base que moi. Hein. Et il y avait aussi Bernard Lassus, qui était un grand théoricien du paysage, etc. Et c'est à ce moment-là qu'on a vraiment éclaté dans le paysage. Donc avec l'école, un des premiers élèves ça a été Corajou, qui est devenu professeur, etc. Mais ça a fait tout un renouveau. Moi, je connais moins bien ce qui s'est passé en Allemagne, bien entendu, parce que j'ai surtout travaillé en France. Donc, voilà. Oui, puis vous avez travaillé avec Simon pour un parc pour lequel vous avez d'ailleurs obtenu un prix. Avec Simon, si je peux raconter une anecdote, on verra ce qu'elle va donner. En fait, j'ai fait la connaissance de Simon en 1980 environ. 80, à l'EPA, Établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée. Donc on est rentré dans la salle de réunion. Simon était en retard et il y avait des tas de messieurs, cravates, gilets, etc. À l'époque, c'était 1980. Il n'y avait pas une femme. Bon, et il y avait le préfet, le sous-préfet, le directeur de la ville, enfin toutes les autorités, le directeur de l'urbanisme, etc. Simon est arrivé. Simon est arrivé. Il a dit « ça pue ici ». Tout le monde était en train de fumer. À l'époque, tout le monde fumait, bon, sauf moi. Donc, il a dit « ça pue ici, rendez-vous dans le gazon ». Alors, il a
Tout le monde est descendu. Il s'est assis dans le gazon. Il m'a dit, je ne le connaissais pas, Jean-Noël, assieds-toi à côté de moi. Donc on était associés pour développer un quartier de 40 hectares environ, avec le parle des Gogottes qui était là au milieu. Enfin, on faisait tout le planning d'un quartier. Et alors, il a pris un paquet de cerises, 2 kilos. Il a passé des cerises à tout le monde. Il y avait 12 personnes. Il a dit, maintenant, mangez des cerises, comme ça vous pourrez entendre ce que je vais dire. Et vous n'allez pas m'interrompre. Donc, c'était la première. Ah, Simon avait un caractère un peu... Enfin, non. Ce qu'on a fait d'important, on a fait le concours du Parc de la Deule. Ça, c'était dans les années 98-2000 environ. Et en fait, on a fait un projet, on était en concurrence avec 3 universités. Ces 3 universités étaient vraiment des écologistes très pointus. Donc on s'est dit, on va devoir faire autre chose. Parce que si on attaque par l'écologie, ça n'ira jamais. Donc, on s'est dit, on va surtout montrer le but social de ce parc et les contacts avec avec les agriculteurs. Parce qu'en fait, tous les terrains avaient été expropriés et on s'était dit que les écolos allaient virer tous les agriculteurs pour prendre le territoire, puisque le territoire leur appartenait. Hein, la ville avait... Bon. Et nous, on est allé voir tous les fermiers, et on leur a dit aux agriculteurs, écoutez, nous, on va vous prendre maximum 10% de votre territoire pour faire des cheminements, etc. D'autant plus qu'il y avait des tas d'endroits aménagés. Il y avait des 100-150 hectares qu'on pouvait disposer, des bois complètement détruits. Et on vous garde dans le territoire. Donc, c'est la première des choses. Et donc, les fermiers étaient ravis que nous, on gagne, évidemment, parce qu'on les gardait sur place. On a dit, en plus, on va ouvrir vos fermes, vous pourrez faire des chambres d'hôtes, etc. Donc, on a fait tout un truc très social. On a alors présenté le concours au jury. On était les derniers à passer. Simon, dans un geste majestueux, a fait tous ces dessins à 3 ou à 2. Il a tout jeté par terre. Et il a dit, président, c'était le président Mauroy qui était président, président, le parc de la Deule est à vos pieds. C'était en quelle année, ça? Le concours, c'était en 1998. Bon. Et alors, donc tout le monde étonné, il y avait 20 personnes dans le jury, etc. Et nous, on a commencé à développer. En fait, Simon était pour la créativité, etc. Et notre bureau, qui était très technique, à l'époque, on était déjà une quarantaine dans le bureau, sûrement. On avait fait tous les calculs vraiment importants des budgets, etc., ce que les universités n'avaient pas fait. Donc, et alors, on a dit, première chose, c'est qu'on ouvre demain les 400 hectares aux gens de Lille. Et en fait, on a dit, la première chose qu'on va faire, c'est de faire des gardes à cheval qui vont circuler pour la sécurité. On va ouvrir des sentiers et tout le parc va être fait sous les yeux de la population locale. Alors, Mauroy, quand il a vu ce problème social et qu'on ouvrait, tandis que les écolos fermaient le parc pendant 3-4 ans pour faire des analyses de la végétation, etc. Nous, on a dit, on ouvre. Le premier jour, on ouvre. Et c'est comme ça qu'on a gagné. Vous avez gagné le concours du Conseil de l'Europe. Oui. Et alors, en fait, on a eu le Grand Prix du paysage français, ça c'est un prix français. Mais alors, il y a eu le Conseil de l'Europe qui nous a donné le prix où, en fait, il y avait tous les pays d'Europe avaient proposé un projet.
On pouvait présenter un projet. Et on a eu le parc de la Deule comme premier projet. Il a été primé et c'était vraiment... C'était bien. On a rapporté à la France un prix absolument important. C'était très avant-gardiste Oui. dans la prise en compte de la demande des citoyens, en fait. Oui, demande des citoyens, mais à côté de ça, nous, on avait tout de même 2 écologues, parce qu'il ne fallait pas être en retard au point de vue écologique. Hein, donc voilà. Et alors il y a une chose aussi qui est assez étonnante, c'est qu'en fait, ils avaient, sur 30 hectares environ, ils avaient fait des digues et ils avaient puisé tout ce qu'il y avait comme du camdium, etc. Enfin, des choses absolument incroyables, des produits chimiques. Et en fait, nous, on a dit, on va garder ces 30 hectares, on va faire une promenade autour avec quelques estacades, si on pourrait dire, pour aller voir avec des jumelles, etc. Mais personne ne va rentrer et on va laisser faire la nature sur 30 hectares avec cette pollution épouvantable. Et petit à petit, la nature a repris ses droits et on a découvert, après quelques années, plus de 50 variétés de champignons qui avaient poussé là-dedans. Donc et ça reste à un endroit où personne ne va. Donc c'était vraiment 30 hectares rendus à la nature avec la pollution, mais qui se résorbe complètement. C'est un fameux parcours, hein, et très innovant pour l'époque. Je pense que c'est bien de le rappeler, parce que dans les périodes qu'on vit pour l'instant, on parle sans arrêt d'écologie et d'environnement. En fait, c'est une question qui a émergé beaucoup plus tôt aux États-Unis et qui, de ce fait-là, a été prise en compte dans certains bureaux, mais c'était rare encore à l'époque. Et si vous voulez, aux États-Unis, on a eu des grands projets à faire, projets de fin d'études, etc., qui étaient des projets. Je me rappelle un parc dans le nord de la Californie. On devait faire un parc de, je ne sais pas moi, 300-400 hectares environ. Et en fait, on était dans un milieu très riche avec des bordures de mer, etc. Mais le but, c'était de préserver au maximum la nature, etc., la régénérer, etc. Le métier de paysagiste, je suis en opposition avec des confrères qui disent on fait un jardin naturel. Un jardin naturel, pour moi, ça n'existe pas. Un jardin, dès qu'on dit qu'il y a jardin, il n'y a rien à faire. Il y a un travail artificiel, toujours. Même si, comme raconte mon ami Gilles Clément, mais Gilles Clément ne dit pas que c'est un jardin naturel. On emploie des plantes naturelles, on les taille, on les préserve, etc. Mais donc, il faut tout de même lutter là contre, parce que notre métier de paysagiste, ce n'est pas de faire... d'imiter la nature, quoi? Non. Il n'y a rien à faire, il faut diriger la nature, autrement il n'y a pas de jardin. Voilà.